Un étudiant à l'université, des réseaux sociaux et une fille vraiment étrange, c'est le résumé de ce nouveau thread d'horreur long du mardi. Et sur ce, je ne vous fais pas perdre plus de temps, nous sommes partis ensemble pour cette nouvelle vidéo d'horreur, venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de John. Elle est arrivée alors qu'il était à l'université et qu'il avait alors 18 ans. À l'époque, il a fait pas mal d'efforts pour se faire des amis puisqu'il venait de déménager et d'arriver dans une nouvelle ville. Il s'est retrouvé rapidement avec quelques groupes avec qui il traînait, y compris une nouvelle petite amie et plein de gens en cours qu'il aimait bien. L'année commence très bien pour lui. Il était assez habituel pour les gens d'aller, après certains cours, manger ensemble à la cafétéria par petits groupes. Et John nous explique qu'il s'en foutait un peu d'avec qui il allait manger puisqu'en réalité il s'entendait bien avec tout le monde, et lorsqu'une fille qui s'appelle Lily vient le voir pour lui proposer d'aller manger avec lui, il n'a donc aucune raison de refuser. Ils ont donc été manger ensemble, ils ont parlé de l'école et de plein de choses banales, rien de très remarquable, mais au fur et à mesure des semaines, elle demandait toujours à aller manger avec lui, ce qui pour lui n'était pas forcément désagréable. Le seul problème c'est que du coup ça l'empêchait de manger avec d'autres personnes. Et il explique que comme il avait accepté au début, eh bien c'était compliqué de dire non soudainement comme ça, et qu'il trouvait pas vraiment de raison. Un jour en classe, il a demandé à ses amis leurs réseaux sociaux pour pouvoir les ajouter, et au moment où il a fait ça, il a senti le regard de Lily. Il a même vu dans sa vision périphérique en fait qu'elle a tourné la tête et qu'elle l'a regardé d'un air très bizarre. Il a senti que pendant qu'il parlait, elle écoutait, et le soir lorsqu'il est rentré, il s'est rendu compte qu'il avait une demande d'amis et c'était cette fameuse Lily qu'il avait retrouvée. Il ne sait pas comment parce que il n'a pas son vrai nom sur les réseaux sociaux, mais il pense qu'elle est passée par les réseaux de l'université pour réussir à le retrouver, que c'est comme ça qu'elle l'a retrouvé. Il explique qu'il n'avait aucun ami en commun avec elle, ce qui lui a donné un mauvais pressentiment parce qu'elle a ajouté donc personne d'autre, mais il dit que c'était pas forcément une mauvaise chose. Si? À la suite de ça, elle a commencé à lui envoyer beaucoup de messages alors que John ne l'avait pas encore accepté, et elle commentait tout ce que John postait. Il s'est dit qu'elle était simplement maladroite et il a accepté sa demande d'avis. Il explique qu'il a rencontré des gens sur les réseaux sociaux qui étaient beaucoup plus bizarres, donc il devait juste être une personne gentille, un peu maladroite. Elle demandait évidemment toujours à aller manger avec lui dès la fin de leur cours commun, et en dehors de ça, ils passaient rarement du temps ensemble, c'était seulement pendant ces moments-là. Il la voyait parfois dans l'université, mais il ne sortait jamais avec elle. Donc il s'agissait principalement de messages en ligne et de se voir pour manger après les cours en commun. Une relation amicale, un peu distante, pas forcément des gens proches, vous l'aurez compris. Par coïncidence, la copine de John s'appelait elle aussi Lily. C'était quelque chose qui dérangeait clairement Lily. Pas sa copine évidemment, qui s'en foutait totalement puisqu'en plus Lily c'est un nom assez commun. Lily donc, pas la copine de John mais son amie, laissait entendre clairement que sa petite amie devrait choisir un nom différent, ou parfois plaisantait en disant que ce nom ne lui allait pas. Bon, elle se permet de juger mais pas de souci. John nous explique qu'elle n'aimait clairement pas sa petite amie. Et c'est assez clair pourquoi, hein. Là il n'y a même pas de doute à avoir, les signaux étaient assez clairs. D'ailleurs, un jour, cette Lily-là a clairement fait comprendre à John qu'elle avait le béguin pour lui. Là, John, à ce moment-là, il est très mal à l'aise parce qu'il ne sait pas quoi lui dire. De 1, il a jamais su quoi faire quand quelqu'un de proche de lui lui fait des avances. De 2, il n'était pas intéressé le moins du monde. Et même en ignorant les trucs bizarres qu'elle faisait, Lily n'était pas du tout son genre. Il explique, de ses mots, hein, qu'elle avait tendance à agir d'une manière quelque part entre une femme au foyer des années 50 et l'un de ces adultes qui est toujours obsédé par les princesses Disney. Si vous pouvez imaginer cela. Description assez étrange, j'ai du mal à imaginer la fusion entre une ménagère des années 50 et une fille qui adore les princesses. Bonne chance, n'hésitez pas à essayer de me décrire ce que vous avez dans la tête dans les commentaires, ça peut être drôle. Par la suite, les choses ont commencé à prendre une tournure inconfortable le dernier jour de leur cours partagé de l'année, juste avant qu'ils partent en vacances. Lily, au lieu de demander simplement, comme d'habitude, à John d'aller manger avec lui, elle lui a proposé d'aller dans la forêt qui se trouve juste derrière l'université. Encore une fois, il explique qu'il savait pas comment refuser, donc il a simplement accepté. Lily l'a conduit tranquillement dans les bois et il explique que le son de ses camarades et de l'université s'est peu à peu estompé. Elle s'est assise sur un rondin de bois, il s'est assis à côté d'elle et elle a commencé à lui dire à quel point il allait lui manquer durant l'été, etc. Ce à quoi John était très mal à l'aise et essayait de la rassurer, seulement il ne voulait pas être là. Déjà parce qu'il voyait que Lily était pratiquement au bord des larmes et que lui ne partageait pas ce sentiment, il était mal à l'aise avec ça. Et John explique qu'il essayait de trouver des excuses pour pas qu'il se voie pendant les vacances parce qu'il avait pas forcément envie de la voir. Donc il disait qu'il était occupé avec sa petite amie, sauf que à un moment, juste avant de partir, Lily a décidé de le prendre par surprise et de l'embrasser. Grosse clim pour John,
John qui est très mal à l'aise à ce moment-là, mais qui ne sait toujours pas comment réagir. En fait, il est simplement parti, il a fui la situation et il était juste content de savoir qu'il ne la verrait pas avant un long moment. Il est donc revenu à l'université après l'été et il a emménagé avec ses amis qui s'étaient fait sur place en colocation, mais aussi avec sa petite amie. Sauf que voilà, c'est à cette même période qu'il y a pas mal de conflits avec ses amis et c'est aussi au même moment qu'il se sépare de sa petite amie. Un début d'année assez compliqué, ce qui le fait relativiser sur sa relation avec l'autre Lily et qui se dit que c'est pas si grave. Néanmoins, il a pas trop envie d'être seul avec elle, parce qu'il sent qu'il y a un truc chelou quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les vacances, ils n'ont pas arrêté de discuter. Enfin, en tout cas, Lily n'a pas arrêté de discuter avec lui. Elle lui a envoyé beaucoup de messages. Durant l'année, John décide de se mettre avec un garçon. Lily était clairement pas contente d'apprendre cette nouvelle. John pense que à ce moment-là, elle espérait sortir avec lui, vu qu'elle avait appris qu'il n'était plus avec sa copine, et elle pensait qu'elle avait raté le coche, et du coup, elle était très en colère par rapport à ça. John nous répète que ça n'arriverait jamais. De toute façon, il se serait jamais mis avec elle. Mais bon, elle y croyait fortement, apparemment. C'est donc à partir de là que l'histoire commence à tourner très mal et très glauque. À l'époque, il explique qu'il était très présent sur Tumblr. Il parlait parfois de sa vie et surtout, il republiait des photos et plusieurs petits trucs. Il était justement sur ce site un jour quand quelque chose de très étrange s'est produit. Alors qu'il suit une page et qu'il va dessus, il se rend compte que quelqu'un a fait une demande pour des analyses de phrases un peu, etc. Sauf que ces phrases-là, il se rend vite compte qu'elles viennent d'un blog qu'il connaît très bien puisqu'elles viennent de son propre blog. Quelqu'un avait copié-collé certaines phrases et avait demandé à des gens sur cette page de Tumblr qui analysent des phrases ou je ne sais pas exactement quel est le principe, mais elle avait demandé quel type de personne écrirait ce genre de choses, etc. Et John ne peut pas expliquer à quel point c'était très bizarre de voir ses propres phrases analysées par des gens qu'il ne connaissait pas, qui donnaient un peu leur avis sur quelle personne il était. Bref, c'était très étrange pour lui. Bref, les réponses étaient essentiellement « je ne sais pas, désolé ». Pas des grosses analyses, mais c'était quand même très étrange. Le point important de cette publication, c'est que la personne qui a publié n'était pas en anonyme. Cette personne était reliée à un blog. Et lorsqu'il va sur le blog, il se rend compte de quelque chose d'horrible. Parce que vous comprenez, à ce moment-là, John, il a envie de savoir qui a autant d'intérêt pour lui pour venir copier-coller ses phrases. Autant qu'il sache, à part son petit ami, personne n'est autant intéressé par lui. Évidemment, maintenant que je vous en parle, vous doutez de qui a publié ça sur ce blog. Et ce qu'il a trouvé sur la page de cette personne, sur la page de Lily, donc vous l'aurez compris, c'était pour lui une sorte de sanctuaire. Elle utilisait un faux nom, mais il dit qu'il a reconnu Lily partout dans ce truc. C'était une page un peu mignonne, rose et rouge, où il y avait quelques messages sur ses intérêts, etc. Mais le sujet principal, c'était John. La plupart des messages parlaient de lui, il y avait des récits des choses qu'il avait faites récemment. Elle expliquait qu'il avait raconté telle ou telle chose, qu'il est allé dans une boîte de nuit récemment, ainsi que plein de choses qu'il lui avait dites depuis aussi loin qu'il la connaissait. Mais il y avait aussi des informations qu'il n'avait pas partagées avec elle. Il était clair en fait qu'elle gardait un œil sur lui tout le temps, à la fois en ligne mais aussi hors ligne. Il était aussi très clair qu'elle l'observait dans sa vie de tous les jours, et donc sûrement qu'elle le suivait. Ce genre d'histoire là, elle te met dans un mood très bizarre. Il explique qu'en fait elle accumulait le maximum d'informations sur lui et qu'elle mettait tout dans ce blog comme une sorte de collection. Il explique que sur certains trucs elle parle du fait qu'ils ont déjeuné ensemble et à quel point leurs rendez-vous étaient spéciaux pour elle. Comme si ça avait été autre chose que simplement deux connaissances qui vont manger ensemble après les cours. À ce moment-là elle a parlé aussi de la fois où elle l'a embrassé de force dans la forêt, seulement elle a présenté ça comme si c'était réciproque, évidemment. Elle cite aussi les paroles de la chanson préférée de John et elle dit qu'elle sera toujours là pour lui, peu importe les choix qu'il fait. Qui est en soi très mignon. Imaginez retrouver une page de vous avec vos publications, etc. et tout ce que vous avez dit réuni comme ça, comme quelqu'un d'obsessionnel. Les phrases mignonnes, elles vous mettent tout de suite aussi mal à l'aise. Elle expliquait qu'elle l'acceptait comme il est. Ce qui a aussi répondu à une autre interrogation qu'il avait depuis plusieurs mois. Quand il avait reçu une lettre anonyme avec les mêmes propos, il a compris que c'était donc Lily. Mais au fur et à mesure qu'il se balade donc sur sa page, les choses se sont empirées. Lily parlait aussi de son petit ami. Mais ses messages étaient beaucoup plus vicieux, voire très glauques et très méchants. Elle parlait du fait qu'il ne le méritait pas et qu'il ne savait pas ce qu'il avait. Et que si elle avait été avec John, elle serait jalouse de n'importe qui pourrait l'approcher. Et que comme le petit ami de John n'était pas jaloux, et ben ça montrait qu'il ne l'aimait pas vraiment. Et encore plein d'autres messages que John ne veut même pas nous décrire. Ces messages c'était vraiment de la colère et même de la haine. Et John se sentait très mal à l'aise qu'une personne aussi obsessionnelle soit autant justement obsédée par lui et puisse écrire sur lui ainsi.
Une chose qui avait pas trop de sens pour John aussi à ce moment-là, c'est que le blog faisait beaucoup référence au meilleur ami de Lily, Steven. Il explique qu'elle ne lui a jamais parlé de Steven et qu'il trouvait ça bizarre. Elle expliquait sur son blog à quel point il était un bon ami, à quel point ils s'amusaient ensemble, comment il s'occupait d'elle, etc. Et d'un coup, alors qu'il parcourt sa page un peu plus, tout s'assemble. Elle avait posté une photo et l'avait sous-titrée avec « Steven m'a envoyé ça, il savait que j'aimerais ça et j'adore ça ». Un truc comme ça. Le problème, c'est que la photo avait été prise à partir de la page de John. C'était une photo de lui, que évidemment, il ne lui avait pas envoyé. Elle a simplement pris sur sa page et a affirmé que son meilleur ami, donc fictif, qui est toujours John, lui avait lui-même envoyé. En fait, dans sa tête, John était deux personnes à la fois. Il était à la fois son meilleur ami, mais en même temps, la personne avec qui elle devait être en couple. Elle expliquait qu'un jour, John serait avec elle, pas Steven, parce que c'est deux personnes différentes pour elle, pourtant c'est la même personne, elle parle vraiment de la même personne, mais elle expliquait que John, un jour, serait avec elle quand il aurait fini de fréquenter toutes les autres filles qu'il a pu fréquenter, en les traitant de filles faciles, et elle se plaignait dans des dizaines de messages. À qui se plaignait-elle, vous me direz? Oh, en fait, Lily avait un public vraiment très intéressé par son histoire. Elle a posé des questions ouvertes sur sa relation avec John, et elle recevait des messages de ses abonnés, des gens qui ont pris au pied de la ce qu'elle disait. Il a même vu un groupe de personnes au hasard convenir avec cette harceleuse de Lily que le petit ami de John en effet ne le méritait pas et qu'il devrait bientôt rompre pour être avec Lily. Il se rend compte à travers ce blog qu'elle a cette fausse vision imaginaire de sa vie avec lui et qu'elle avait créé cette vision sur son blog et qu'elle l'avait partagée pour que les gens aient la même opinion qu'elle. Elle s'était fait en fait passer pour le héros de tout cela. John explique qu'il a peut-être été un mois en arrière sur la page du blog mais qu'il n'a pas été plus loin, c'en était trop pour lui. Il ne sait même pas depuis quand cela durait. John nous explique qu'il ne peut même pas souligner à quel point c'était bizarre de voir des lignes et des lignes décrivant et observant sa vie, etc. Ces pages aussi où Lily se projetait avec lui comme si c'était réel, c'était très perturbant. Et sur ces mêmes pages où elle démontait son petit ami. Et surtout le fait qu'elle créait une vie fantasmée avec la même personne qu'elle divisait en deux. C'était vraiment étrange. À ce moment-là, John, il a décidé de confronter Lily. Lorsqu'il lui en a parlé, elle n'a rien dit et elle a agi comme si cela ne s'était pas produit. Elle en a même pas parlé, elle a juste changé de sujet, même après qu'il ait fortement insisté. C'était comme si elle n'avait même pas enregistré ce qu'il avait dit, comme si elle l'ignorait totalement, comme si ça n'existait pas ce qu'il venait de dire. Et John était totalement choqué, il n'avait jamais vu quelqu'un comme ça. Elle a bien sûr supprimé la page ou au moins changé le lien pour que John ne puisse plus la retrouver. Ce n'était évidemment pas la fin après ça. John a essayé à ce moment-là de s'éloigner d'elle, mais il avait peur de ce qu'elle pourrait faire par la suite s'il s'éloignait trop d'elle. John explique que c'est une personne paranoïaque et que savoir que quelqu'un le suivait de manière obsessionnelle pendant qui sait combien de temps, ça l'a fait totalement paniquer. La chose qu'elle a faite juste après, c'était d'essayer de séduire le petit ami de John. C'est une tentative totalement inutile parce qu'il n'était pas du tout intéressé par elle. Il était même très mal à l'aise avec ça et il en a parlé immédiatement à John. Il comprend pas à ce moment-là quel était son plan. Il espérait que son petit ami trompe John et qu'ensuite du coup John se sépare de son petit ami et il explique pourquoi il voudrait être avec elle après ça. En fait, c'est très bizarre. Quand finalement cela n'a pas fonctionné, elle a essayé de draguer 3 autres de ses amis, mais aucun n'a mordu à l'hameçon. Elle a fini par sortir quelques mois avec un ancien colocataire à lui, mais tout en l'envoyant à John des photos et des messages pour lui dire qu'elle préférait être avec lui. Clairement pour lui, non merci. Bon, je comprends pas, franchement, la meuf elle te kiffe, autant directement aller avec elle. Franchement, c'est juste qu'elle t'aime beaucoup, elle est juste maladroite, elle est pas du tout creepy, je trouve. Je trouve un peu trop d'excuses aux gens des fois. Bref, il explique que Lily s'est assurée de rester dans sa vie tout le temps où il était à l'université. À un moment, John a clairement essayé de couper les ponts avec elle, sauf que lorsque c'est arrivé, elle a lancé une rumeur sur lui dans le but de nuire à une opportunité de carrière dans laquelle il avait énormément travaillé. Il ne sait pas comment elle a fait ça ni ce qu'elle a fait d'autre dans son dos, mais cela lui a fait réaliser qu'il ferait mieux de faire semblant de rester en contact avec elle au moins le temps où il est à l'université, plutôt que de faire quelque chose qui pourrait la mettre en colère. John était vraiment très mal à l'aise avec elle et il avait clairement peur d'elle en fait. Donc après avoir eu son diplôme, John a totalement coupé les ponts avec elle. Il savait qu'il n'y avait plus besoin de faire semblant et il a trouvé des excuses à propos du travail pour lui dire qu'il pouvait pas se voir, qu'il pouvait pas se parler, bref il s'est éloigné totalement d'elle. Il a presque entièrement cessé de publier sur les réseaux sociaux parce qu'il savait qu'elle l'observait toujours depuis ces réseaux-là, mais bien sûr vous imaginez qu'elle n'a pas abandonné si facilement. Elle lui a envoyé des dizaines et des dizaines de messages, elle lui a demandé de se voir, ce qu'il a totalement ignoré, mais il y a toujours quelque chose qui le mettait mal à l'aise, c'est qu'il aimait pas penser qu'elle le suivait toujours en ligne. Parce qu'elle le faisait probablement. Enfin, même pas probablement, en fait, c'est sûr. Et il sait pas comment, mais parfois, quand elle lui parlait, elle faisait référence à des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir, en fait. Des choses qu'il avait mentionnées en ligne quelque part, ou même pas en ligne, et dont elle était au courant. On arrive maintenant à la dernière fois qu'ils ont
parler ensemble. Ce jour-là, elle lui a envoyé un message sorti de nulle part, ils n'avaient pas parlé depuis des mois, et ils n'avaient pas parlé de choses sérieuses depuis bien plus longtemps que ça. Penser à cette dernière conversation lui donne clairement la chair de poule. Et donc, je vais vous résumer ce qu'ils se sont dit. Au début, elle a simplement posé une question pour savoir depuis combien de temps John savait qu'il était gay. John lui a répondu quelques trucs de base, comme ce qu'il répondrait à quelqu'un qui lui poserait la question. Puis, elle a changé totalement de sujet et elle a commencé à parler du fait de ce qu'il ressentirait John pour Lily si elle était un garçon. Et qu'elle voulait même être un garçon pour lui. Les messages sont vite devenus déplacés et fétichistes. Elle est rentrée très vite dans beaucoup de détails qu'elle avait en tête sur John. Encore une fois, plusieurs choses qu'il ne veut même pas citer. John explique qu'il était très mal par rapport à ça. Il ne comprenait pas ses messages parce qu'il dit qu'en fait ils n'étaient pas aussi proches pour parler de ça. En tout cas, pas de son point de vue. Et qu'en plus, ils se parlaient à peine depuis des années. Il dit qu'il peut même pas s'imaginer lui-même envoyer des messages comme ça à un ami proche. Alors imaginez quelqu'un qui vous connaît à peine, selon John. Bon après, elle le connaît pas à peine, elle connaît toute sa vie, elle connaît tout, donc c'est normal qu'elle se sente plus pissée là, qu'elle t'envoie des trucs bizarres. Hein, elle te connaît par cœur, frérot, faut la comprendre. Je suis en train de défendre une psychopathe. Bref, John a réenchaîné en disant qu'il ne voulait pas parler de cette merde avec elle, mais elle a décidé à partir de là de changer de tactique. Et c'est là que ça devient le plus creepy. Elle a commencé à envoyer des photos d'elle, suivi d'un tas de messages, peut-être 4 ou 5 par minute. John n'avait même pas le temps d'en répondre à un, qu'il y en avait déjà un nouveau qui apparaissait, et elle citait essentiellement des choses que John lui avait dit sur son passé. Sauf qu'elle citait ces choses comme si ça lui était arrivé à elle. Comme si ce que John avait dit, c'était elle qui l'avait dit. Comme si c'était sa vie. Comme si elle aussi était devenue gay. Elle jouait en fait le rôle de John. Le pire pour lui, c'est qu'elle semblait croire que c'était vraiment réel, que ces choses lui étaient vraiment arrivées. Même lorsqu'elle citait John mot pour mot sur certaines choses qu'il lui avait dit. Et les choses qu'il lui avait dites avant faisaient désormais partie de sa vie. C'était comme si elle essayait d'absorber son histoire, comme si elle essayait de s'en emparer pour que la vie de John fasse partie d'elle. Après ça, autant vous dire que John il a coupé totalement les ponts et il a ignoré toutes les futures tentatives qu'elle a faites pour lui parler. Et il a finalement petit à petit silencieusement supprimé de tous les réseaux sociaux qui étaient maintenant son unique moyen pour le contacter. Il espérait qu'elle pourrait enfin vraiment passer à autre chose. Sauf qu'il y a quelques jours, elle lui a envoyé une nouvelle demande d'amis, qu'il n'a évidemment ni accepté ni refusé puisqu'il dit que s'il la refuse, elle en enverra simplement une deuxième. Il explique que cette histoire a duré 12 ans. 12 ans durant lesquels cette Lily était obsédée par John. Et obsédée à un point inimaginable. Vous l'avez vu, c'est incroyable. Il explique que ce qu'il nous a raconté là, ce ne sont que les faits. Et encore, c'est que ce dont il est au courant. Beaucoup de choses se sont passées dans son dos, plein de choses qu'il ignore, et il le sait. Il finit simplement son histoire en disant que la vie imaginaire qu'elle a construite pour eux deux dans sa tête est le seul endroit où elle le verra de sitôt. Un voyage pour les études, une application de rencontre et un coréen très étrange, c'est le résumé de ce nouveau thread d'horreur long du mardi. Et sur ce, on est parti pour ce nouveau thread d'horreur long du mardi, venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de Lilia et elle nous explique que son université, pour finir ses études, l'encourage à faire un voyage à l'étranger et particulièrement en Asie. Une amie à elle lui a vraiment parlé de la Corée, lui a dit que c'était vraiment cool, donc elle décide de choisir cette destination comme voyage. Elle n'avait jamais voyagé avant et elle s'engage dans un voyage assez long puisqu'il va durer tout un semestre. Elle nous explique qu'elle n'a eu qu'un seul petit ami réel dans sa vie avec qui elle a rompu quelques mois auparavant. Elle n'est pas vraiment du style des aventures d'un soir et elle aimait pas vraiment le style des mecs des clubs de Séoul. Mais elle voulait avoir plutôt une sorte d'expérience romantique et son ami lui a conseillé une appli de rencontre qui permet de rencontrer des Coréens qui parlent anglais et de cette façon elle va pouvoir vraiment rencontrer déjà quelqu'un qui est sur place, donc découvrir aussi un peu la culture, et elle avait envie de vivre de nouvelles expériences. Elle dit qu'elle est jeune, donc pourquoi pas. Elle dit que des gens peuvent penser que c'est un peu stupide de rencontrer quelqu'un étranger sachant que elle va y passer que un semestre, mais elle dit que pour elle ça a fonctionné, excepté pour le premier rendez-vous. Elle dit que le mec dont elle va nous parler là, il s'appelle Tim et elle l'a rencontré sur cette fameuse application de rencontre. Elle connaissait toujours pas très bien la culture et la ville et elle nous explique qu'elle était un peu naïve à propos de tout. Dès leur premier message, il voulait vraiment la rencontrer le plus vite possible et il avait l'air gentil. Elle explique qu'elle aurait dû poser plus de questions et se rendre compte que c'était assez bizarre que lui ne donne pas plus de détails sur sa vie. Elle dit que Tim était un gars plus âgé qu'elle mais qui se disait étudiant, ce qui n'a pas choqué car en Corée tous les adolescents sont obligés de faire leur service militaire, donc elle pensait qu'il avait simplement fait ce service militaire et ensuite repris les études. Bref, ils ont continué à parler et ils ont décidé de se rencontrer un soir près de l'école où Lilia va. Elle explique qu'il voulait venir la chercher directement dans son dortoir, ce qu'elle a refusé. Déjà de 1 parce que son dortoir c'est un dortoir de filles et de 2 parce que au cas où elle voulait pas qu'il sache exactement où elle dormait et où elle était. Bref, elle se méfiait et elle a bien raison. Donc à la place, elle a insisté pour qu'ils se rencontrent sur une place dans le centre-ville proche de son école. Il aimait vraiment pas l'idée et il insistait pour venir la chercher jusqu'à son dortoir, mais elle n'a pas lâché et finalement il a fini
finit par accepter. Le soir du rendez-vous arrive et elle explique qu'elle attend ce mec pendant 1 heure. Il était très en retard. Elle lui envoie un message et lui répond simplement qu'il avait envie de la faire attendre. Elle va le démarrer dès qu'il va arriver, mais c'est pas grave, hein, bonne technique. Lilia à ce moment-là, elle se dit que simplement il veut rigoler, donc elle lui répond quelque chose comme ah tu as dû te perdre, etc. Bref, en rigolant. Sauf qu'apparemment il rigolait pas du tout. Lilia passe à autre chose et finalement ce mec arrive. Quand il arrive, elle se rend compte qu'il est beaucoup plus petit qu'elle le pensait, mais bon, pas vraiment un problème pour elle. Elle est pas quelqu'un qui s'attache vraiment à ça. Et il est aussi assez maigre. Bon, elle se dit qu'elle a peut-être à ce moment-là un peu baissé sa garde, vu qu'elle avait pas l'impression qu'il pouvait lui faire du mal physiquement. Elle dit que c'était une première erreur. Dès le départ, elle explique qu'il était beaucoup trop direct avec elle. Elle dit qu'il avait une respiration effrayante et assez lourde, c'était très bizarre. Elle était vraiment déconcertée par son attitude. Elle dit qu'elle est généralement très tolérante avec tous les types de personnalités, mais que là, pour elle, c'était vraiment très étrange. En plus, on lui avait dit que les hommes coréens seraient vraiment polis au début et en plus pas si indélicats au premier rendez-vous. Il était aussi habillé un peu bizarrement parce qu'il avait une sorte de costume, etc. comme s'il allait à un entretien d'embauche. Mais elle s'est simplement dit que c'était un truc de mec coréen et elle s'en est pas inquiétée. Elle dit encore une fois qu'elle ne connaissait vraiment rien à la culture coréenne à ce moment-là. Puis la première chose qu'il lui a dite, c'est tu n'es pas aussi blanche que ce que j'imaginais. Elle pensait que c'était une erreur de traduction, peut-être qu'il s'était mal exprimé, sauf qu'en fait il parlait parfaitement anglais. Donc elle a demandé des éclaircissements, au jeu de mots, et il a expliqué ce qu'il voulait dire. Il a dit simplement qu'il pensait qu'elle serait plus blanche, que sa peau est plus foncée qu'il ne le pensait, et que ses yeux ne sont pas aussi verts qu'il le pensait non plus. Il a même demandé est-ce que tu es vraiment européenne? À ce moment-là, elle comprend qu'il y a vraiment un truc bizarre. Tout d'abord, elle explique qu'elle est aussi blanche que c'est possible. Elle explique qu'elle est irlandaise, donc autant dire qu'elle est blanche vraiment comme un cul. Sans vouloir offenser les gens très blancs, hein, évidemment. Donc le fait qu'il pensait qu'elle pouvait être plus blanche était vraiment drôle pour elle. Et surtout, bah pourquoi il parle de ça en premier lieu? Pourquoi sa couleur de peau, ça l'intéresse autant? Et pendant la conversation, il a dit au moins 3 fois qu'il aimerait que ses yeux soient plus verts. Ce à quoi Lilia a simplement répondu ah bah peut-être que sur mes photos, etc. de l'appli, bah je parais plus lumineuse. Elle a simplement essayé d'ignorer ce qu'il disait et de passer à autre chose. Bref, ils ont finalement décidé de se diriger vers un salon de thé. Ils se sont installés dedans et alors que Lilia était en train de choisir son thé et en avait choisi un, il a simplement dit non, tu vas boire ce thé. Ok, Ok, tout va bien. Il a voulu décider pour elle son thé et il voulait absolument spécifiquement qu'elle boive un thé en particulier. Ok, elle s'est simplement laissée faire. En fait, elle a totalement aussi balayé ce truc dans son esprit et elle est passée à autre chose. Elle l'a laissé faire, elle s'est laissée guider. Ok, tout va bien. Pas d'inquiétude. C'est sûr qu'au premier rendez-vous, le mec arrive et vous dit ouais, tu vas boire ce thé. Ça commence pas très bien. Mais elle commence à comprendre que ça devient de plus en plus étrange. Après le thé, il a demandé si il pouvait visiter son école. Elle explique qu'il faisait sombre parce que c'était la nuit, mais que son école était très bien éclairée, donc elle a accepté. Ils se sont dirigés donc dans la cour de son école, elle lui a présenté, etc. Et pendant qu'il marchait, il venait parfois sur elle lui faire des câlins, comme ça, sans prévenir. Et c'était très gênant. En plus de ça, quand il la prenait dans ses bras, il respirait très fort dans son cou, elle sentait son souffle, ça la mettait très mal à l'aise. Elle explique qu'au début, elle l'a laissé faire, mais après ça, elle a fini par le repousser. Et il a juste continué à essayer. Elle explique qu'elle essayait de parler avec lui, d'avoir des détails sur lui, mais il ne disait rien du tout. Il a même dit à un moment donné « Je suis un homme mystérieux ». Elle explique que la manière dont il a dit, on aurait dit une réplique de film en fait, c'était pas naturel. Et il a dit quelque chose comme Tu ressembles tellement à mon personnage de film préféré ». Ce à quoi Lilia a dit « Bah lequel ?» Et il a simplement répondu « Tu le découvriras par toi-même ». Commençait à sentir comment... ça pue la merde un peu, hein, ouais. Au bout d'un moment, il lui dit « J'ai envie d'aller dans un endroit sombre ». Et à ce moment-là, le cerveau de Lilia simplement dit « Non, très mauvaise idée. Vu comment se passe le rendez-vous jusqu'à maintenant, c'est peut-être pas une très bonne idée ». À ce moment-là, elle voulait juste que le date se termine. Elle ne sait pas comment, mais il savait d'une manière ou d'une autre que juste derrière son université, il y avait une zone boisée dans l'obscurité. Et il a insisté pour qu'ils aillent là-bas. Elle insiste en disant qu'elle veut rester sur le campus, qu'elle veut rester là et qu'elle n'a pas envie d'y aller. Évidemment, il continue à insister et au bout d'un moment, il perd patience, il l'attrape carrément par le bras et la tire de force en direction de cette forêt. Il a simplement ajouté un truc qui va la terrifier. Il a dit « Je ne peux laisser personne voir ». Très bonne ambiance, très rassurante comme phrase. Hein. Et là, elle commence vraiment à paniquer. Elle a finalement retiré son bras et elle a exigé de retourner vers la rue principale sans lui poser plus de questions et finalement elle s'est simplement dirigée par là-bas et il l'a suivie. À ce moment-là, elle explique qu'elle ne sait pas pourquoi elle s'est pas mise à crier ou à appeler à l'aide. Elle dit qu'elle avait peut-être simplement peur et qu'elle était un peu paralysée. Au bout d'un moment, ils se sont retrouvés devant un hôpital du centre-ville et elle lui a demandé de partir. Elle a trouvé une excuse et lui a supplié de rester. Elle a simplement enchaîné en disant qu'il pourrait
pourraient se revoir le lendemain. Évidemment, vous vous en doutez, mais elle mentait, hein, parce qu'elle a pas du tout envie de le revoir. Je vois pas pourquoi, franchement. Et elle lui a dit qu'elle lui enverrait un message. Elle voulait juste vraiment s'éloigner à ce stade, hein. Et elle faisait semblant que tout allait bien pour qu'il s'en aille. D'un coup, elle pense qu'il se penche pour l'embrasser. Elle se dit, oh non, pitié, pas ça, vraiment pitié. Mais en fait, c'était bien pire que ça. Il lui a fallu bien une seconde pour se rendre compte de ce qu'il était en train de faire. En fait, il s'est approché d'elle et lui a mordu le visage. Un peu comme un chien. C'est elle qui le décrit, hein, pas moi. Hein. Elle dit qu'elle n'avait jamais ressenti ça auparavant. Il a penché la tête de son côté, lui a mordu le nez et la joue le plus fort possible. C'était totalement terrifiant pour elle. Elle ne comprenait rien de ce qui est en train de se passer. Elle est dans le date le plus chelou que j'ai jamais entendu de ma vie. Hein. Vraiment, je sais qu'il y a des trucs chelous, mais là, le mec finit par lui mordre le visage. Je sais pas si vous voyez le niveau, genre. C'est vraiment arrivé à quelqu'un, ça. J'ai envie de quitter la vidéo, genre, tellement ça m'a mis mal à l'aise. Bref, elle finit par crier, le pousser loin d'elle. Son visage avait l'air bizarre. Il avait l'air de pas comprendre, hein, comme si c'était tout à fait normal, sauf que même en Corée, c'est pas normal. Et au lieu de cela, elle a couru, en fait, elle s'est enfuie sur le trottoir d'en face. Elle est rentrée dans une boutique et elle s'est baissée pour commencer à pleurer. Sauf que le mec de la boutique était pas très sympa et elle essayait de lui expliquer en anglais qu'elle voulait juste se réfugier ici parce que elle vient de sortir d'un date vraiment creepy. Sauf que le mec insiste et elle se retrouve obligée d'acheter un petit truc pour pouvoir rester dans le coin. Bon, en même temps, il la comprenait pas, faut essayer de comprendre aussi. Bref, elle suppose que Tim ne l'a pas suivi. Elle a regardé à l'extérieur du magasin et elle ne l'a pas vu. Elle a finalement envoyé un texto à un de ses amis pour qu'il vienne la chercher et qu'il la ramène jusqu'à son dortoir. Et sur le chemin du retour, elle a envoyé un message à Tim en lui disant essentiellement de rester loin d'elle. Elle lui a dit que c'était un sale type et que elle allait probablement appeler la police. Et puis, elle l'a bloqué. Après ça, elle avait très peur de se balader dans son école parce qu'il savait quand même dans quelle école elle allait. Elle avait vraiment peur qu'il la retrouve d'une manière ou d'une autre. Et elle est vraiment contente d'avoir eu l'instinct du début, hein, de ne pas lui avoir demandé de venir la chercher jusqu'à son dortoir. Vous le saurez, c'est une très bonne chose. Donnez-vous rendez-vous dans un endroit où il va pas vous retrouver après, c'est mieux. Hein. On sait jamais un premier date quand on ne connaît pas les gens, vous pourriez vous retrouver à vous faire mordre le visage, donc... Bref, Lilia explique qu'elle a ensuite appelé sa mère pour lui expliquer ce qui s'était passé. Et sa mère a simplement dit une phrase, attends, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Elle a ensuite demandé quelques détails à Lilia. Et elle s'est rendue compte que toutes ces choses étranges avaient un lien avec le film et le livre 50 nuances degrés. Peut-être était-ce le film préféré de Tim. Au début, Lilia se dit que elle est stupide, qu'elle fait des liens bizarres, etc. Elle pensait même qu'elle plaisantait. Sauf qu'en réalité, elle avait raison. Sa mère avait vu récemment le film et elle connaissait les détails. Elle explique que donc la couleur des yeux, la manière dont il s'habillait, le thé qu'il lui a obligé à boire et ces phrases qu'il disait comme si elles sortaient d'un film, tout correspond au livre et au film. Tout ça pour son sale petit fantasme. Sa mère, à Lilia, pense qu'il l'a choisie parce qu'elle ressemble justement à l'héroïne dans ce film. Et elle repense au fait de tout ce truc de vouloir la mordre et la dominer, bref, ça c'était dans un but de domination. Et plus tard, en plus, elle apprendra qu'en fait, il y a plusieurs gars un peu bizarres comme ça en Corée qui cherchent des filles étrangères pour les dominer et avoir des relations sexuelles avec elles, et que c'est comme s'ils gagnaient un prix. Ils appellent ça monter le cheval blanc. Alors certes, le concours et leur manière de penser est un peu bizarre, mais l'expression, elle est marrante quand même. Je vais me faire défoncer pour ce que je viens de dire. Finissons par une note plus heureuse. Elle explique que cette expérience ne l'a pas arrêtée du tout, qu'elle a ensuite rencontré quelqu'un d'autre sur cette application et qu'ils sont finalement tombés amoureux. Ils ont passé un peu de temps éloignés puisque Lilia est retournée dans son pays pour finir ses études, etc. Mais finalement, elle a déménagé en Corée et ils vont bientôt se marier. Comme quoi, elle a bien fait de ne pas laisser un mec super creepy arrêter sa vie et son expérience avec cette application. Elle finit en disant qu'elle espère ne jamais revoir Tim, que ça fait des années, mais que si elle le voit, maintenant, elle va lui botter le cul et qu'elle n'aura pas besoin de le mordre. Une fille célibataire, une meilleure amie qui voudrait la caser, et un homme vraiment étrange, c'est le résumé de ce nouveau thread d'horreur long du mardi. Cette histoire, c'est l'histoire de Camille. Camille nous explique qu'elle a une amie, Marie, qui aime bien jouer les entremetteuses pour mettre ses amis en couple lorsque ses amis à elle ne sont pas en couple. Vous avez tous l'image de quelqu'un en tête dans votre entourage, bref, voilà. Marie, donc, elle a présenté un mec à Camille, mais Camille, c'était pas du tout son genre. Le truc, c'est que Marie a beaucoup insisté parce qu'elle a vraiment envie que Camille se mette en couple, et comme l'explique Camille, ça part pas du tout d'une mauvaise intention, bien au contraire, c'est juste qu'elle s'inquiète pour ses amis, elle veut être gentille, etc. Bref, donc Camille, finalement, elle accepte de passer un peu plus de temps avec ce mec pour faire plaisir à Marie, pour qu'elle arrête de s'inquiéter du fait que Camille pourrait peut-être mourir seule un jour. C'est elle qui le dit, pas moi. Hein. La première fois qu'elle a rencontré ce mec, c'était à une soirée alors qu'il y avait Marie, son mec du coup, et deux autres mecs. Et bien sûr, ce fameux mec qui s'appelle Joe.
Bref, ils ont discuté pendant la soirée, ils ont échangé des blagues, rigolé, tout s'est très bien passé. Camille nous explique qu'elle était très à l'aise parce que de toute façon elle attendait rien de ce mec, elle voulait pas se mettre avec lui, elle n'était pas intéressée par lui de toute façon. Donc voilà, elle était très à l'aise, même pas gênée ou quoi que ce soit. Tout allait bien. À la fin de la soirée, évidemment, Camille en parle à Marie et Marie est ravie. Mais ce n'était pas le cas de Tim, le petit ami de Marie. Camille nous explique que Tim fait des études de médecine, etc., qu'il est très intelligent et que du coup, tout son groupe de potes accorde beaucoup d'importance à la vie de Tim. Et Tim a juste dit une phrase en disant « Moi, je pense qu'il y a quelque chose de bizarre chez Joe ». Bref, Camille, elle a pris cette information, mais elle se disait que de toute façon, ça n'irait pas plus loin, donc pas de souci. Et alors qu'ils se disaient au revoir dehors et qu'ils allaient chacun prendre leur chemin, Tim a rajouté « Soyez prudents avec Joe ». Il n'aurait pas pu donner meilleur conseil. Bref, Joe et Camille ont continué à s'envoyer des SMS durant les semaines qui ont suivi. Et ces SMS ont cimenté un peu la première impression de Camille et l'impression qu'avait Tim aussi. Il était assez bizarre dans ses messages et elle sentait que quelque chose chez lui n'allait pas. Et il a commencé petit à petit à révéler une partie de lui-même qui était moins amicale. Déjà, il avait une confiance en lui très basse et il avait toujours besoin d'être rassuré. Camille nous explique qu'au début, ça pose pas de problème, voilà, il n'y a pas de souci, mais avec le temps, c'est devenu assez toxique et il semblait à chaque fois apprécier ce genre d'attention. Il en avait besoin. Bref, à ce moment-là, Camille, elle a pas du tout envie de ressortir avec lui, mais n'oubliez pas, il y a toujours sa copine Marie qui insiste derrière elle dans son ombre en train de la saouler pour qu'elle revoie Joe. Encore une fois, elle le précise, Marie, elle part pas de mauvaises intentions, elle a juste pas d'instinct en fait. Elle pense juste que tout le monde est gentil, le monde des bisounours, etc. Donc en gros, elle a envie de faire plaisir à Camille, donc elle insiste, et Camille a envie de faire plaisir à sa pote, voilà. Mais vraiment, tout le monde dans leur groupe a envie de faire plaisir à Marie parce que c'est la perle du groupe, genre c'est la fille la plus gentille. Donc Camille, elle décide de revoir Joe et de l'inviter à une soirée de son groupe de loisirs. Elle se dit que la soirée va bien se passer, vu qu'il y aura plein de gens qu'elle connaît, et en effet, la soirée se passe très bien. Joe, ce jour-là, lorsqu'il discute, etc., est beaucoup moins creepy que par message, il est beaucoup plus détendu, etc. Bref, tout se passe très bien. Après la soirée, ils sont finalement partis tous les deux, ils ont marché un peu le long de la rivière, rien ne s'est passé, tout s'est très bien passé, et ils ont fini par se séparer chacun et partir chacun de leur côté. Camille, à ce moment-là, elle se dit toujours qu'elle va pousser cette relation quand même vers le côté amical, qu'elle va le friendzone clairement, parce que elle n'est pas du tout intéressée par lui quand même. Puis, un soir, quelques semaines plus tard, elle reçoit un appel de Joe. Quand elle répond, Joe lui dit simplement que si elle raccroche, il va se suicider. Là, autant dire que Camille, elle panique, elle essaie de le calmer, elle essaie de le ramener à la raison, et elle explique qu'à partir de là, elle va rester éveillée toute la nuit pour lui parler. Qu'à chaque fois que ça allait mieux et qu'à chaque fois qu'elle essayait de raccrocher, eh bien lui menaçait à nouveau de se suicider si elle raccrochait. Elle lui a parlé de 22 h jusqu'au lever du soleil. Elle sentait que quelque chose dans la conversation n'allait pas, mais qu'est-ce qu'elle allait faire d'autre? Elle ne comptait pas laisser quelqu'un se suicider. Elle voulait pas laisser quelqu'un mourir, et c'est humain, c'est normal. Elle voulait même pas avoir le poids de cette responsabilité. Alors que le matin arrive et que le soleil se lève, il l'a finalement laissé raccrocher et lui a dit un simple merci. Pouf. Camille est contente, elle se dit qu'elle a probablement sauvé la vie de quelqu'un, donc c'est quand même gratifiant. Mais il faut savoir que la journée qui arrive, c'est une journée très chargée pour Camille, elle a beaucoup de travail, etc. Donc ça va être compliqué, mais en tout cas, elle est contente. Sauf que c'est la phrase de Joe juste avant qu'il raccroche qui va un peu la perturber. Il va simplement lui dire « Tu sais, c'était la meilleure nuit de ma vie ». D'une manière très enjouée qui ne correspond pas du tout avec le contexte, puis il va raccrocher. Là, Camille, elle est abasourdie. Elle regarde dans le vide, elle se dit mais attends, c'est quoi ce délire? Ce psychopathe là, bizarre, m'a gardé avec lui toute la nuit, sachant que le lendemain, j'avais une journée très chargée, il le savait, alors qu'en fait, il allait pas mal, genre lui, c'était juste pour attirer mon attention. À ce moment-là, Camille, elle décide qu'il n'y a aucun moyen qu'elle revoie ce type. Elle a expliqué ce qui s'est passé à Marie. Marie s'est excusée de l'avoir mis dans ce pétrin, et Marie lui a simplement dit d'arrêter de lui parler, en effet, et de pas hésiter à appeler la police si jamais il venait chez elle. Camille nous explique qu'il y a très peu de chances qu'il se retrouve chez elle, puisque de toute façon, elle ne donne son adresse qu'à des personnes de confiance très proches d'elle. Du fait que dans son passé, elle ait eu un beau-parent violent et elle n'a pas envie qu'on la retrouve. Donc, Joe ne connaît pas son adresse et c'est probablement grâce à ça aussi qu'elle a évité une histoire bien pire. Au bout d'un moment, Camille, elle envoie un message à Joe pour lui expliquer qu'elle ne veut plus lui parler par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. Joe menace à nouveau de se suicider, mais cette fois-ci, Camille ne rentre pas dans son jeu. Elle envoie quand même un message à Marie et Marie envoie un message à un pote de Joe pour qu'il le surveille. Peu de temps après, Camille va commencer à recevoir des appels téléphoniques. Elle les recevait toujours vers 2-3 heures du matin. L'appelant ne disait jamais rien. Elle entendait simplement un souffle rauque et très fort, comme si quelqu'un respirait dans le téléphone. C'était vraiment énervant, comme le dit Camille. Donc elle a bloqué le numéro à chaque fois. Elle explique qu'elle est sûre que c'est Joe et qu'il est passé par plusieurs numéros différents que Camille a bloqués pour au final à la fin appeler en masqué pour contourner l'identification de l'appelant. Bref, à ce moment-là, Camille, elle peut plus bloquer et elle savait plus quoi faire. Pendant plus d'1 an et demi, Joe va l'appeler toutes les nuits en numéro privé. Elle explique qu'elle a été obligée de répondre.
Et je vous explique pourquoi. En fait, plusieurs membres de sa famille très proches d'elle utilisent toujours des numéros privés car il y a eu une sorte d'arnaque, j'ai pas tout compris, mais en gros il y a eu une sorte d'arnaque avec un téléphone de quelqu'un de la famille et il a fallu avoir des grosses pertes d'argent. Heureusement, la police est intervenue et l'escroc a été arrêté. Mais du coup, maintenant, pour ne plus dévoiler leur numéro de téléphone, ils utilisent un numéro masqué. Donc, à chaque fois qu'elle voit un numéro masqué sonner dans la nuit, elle se dit qu'elle est obligée de répondre car si c'est quelqu'un de sa famille qui a besoin d'aide, eh bien, elle répond. En plus de ça, la deuxième raison qui fait qu'elle répond toujours, c'est qu'elle a peur que Joe, vu comme il a l'air bizarre, même s'il ne connaît pas son adresse à elle, il connaît l'adresse de Tim et l'adresse de Marie et Camille a peur qu'ils s'en prennent à eux. Voilà qu'une autre nuit, son téléphone sonne à nouveau, comme d'habitude, et elle le laisse sonner ce coup-ci. D'habitude, elle ne fait jamais ça, mais là, elle le laisse aller sur la messagerie. Et c'est au même moment qu'elle a une idée. Quand elle était au collège, qu'elle était plus petite, son père appelait souvent le matin à la maison pour voir s'il y avait quelqu'un encore à la maison. Et lorsque Camille se réveillait à peine et décrochait au téléphone, elle avait une voix assez grave et un peu cassée qui faisait que son père pensait toujours que c'était son frère. Parce que Camille a un frère dont je vais vous parler juste après, et son père, à chaque fois qu'il appelait, il avait l'impression que c'était son frère plutôt que Camille. Elle explique que pour une fille, elle a une voix assez grave et du coup, elle se dit qu'elle va essayer de se faire passer pour un mec. Donc, son téléphone ressonne à nouveau et pendant qu'il sonne, elle essaie de faire un bonjour assez grave. Elle descend dans les basses et elle fait un simple bonjour. Lorsqu'elle entend son bonjour, elle est choquée. C'est vrai qu'elle a l'impression d'entendre son frère. Le truc, c'est que son frère à ce moment-là est mort il y a environ 1 an et que du coup, entendre sa voix, ça lui fait bizarre. Elle reprend ses esprits, elle décroche et finalement, au moment où elle est au téléphone, elle dit simplement bonjour. Mais cette fois-ci, pas de souffle, pas de respiration, rien qu'un silence. Lorsqu'elle attend plusieurs secondes, elle recommence, bonjour, mais personne ne répond. Finalement, c'est l'appelant qui raccroche. À ce moment-là, Camille est soulagée. Elle a réussi à faire raccrocher Joe. D'habitude, c'est toujours elle qui avait besoin de raccrocher, puisque lui essayait de la rappeler tout le temps, parce qu'il voulait récupérer le maximum de son temps, comme elle le dit elle-même. Bref, à ce moment-là, Camille, elle se dit qu'elle a une lueur d'espoir, qu'elle est enfin peut-être libre. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que cette histoire s'est passée, et elle pense qu'elle est libérée de Joe. Elle n'a reçu aucun appel depuis qu'elle a fait sa fausse voix d'imitation de John, son frère. Et elle pense que Joe s'est imaginé qu'elle avait changé de numéro pour éviter qu'il continue à l'appeler, etc. Et que du coup, il a arrêté tout simplement de l'appeler. Joe n'avait jamais rencontré John, vu qu'il était mort avant. Donc, lorsque Camille a dit bonjour, il a simplement pensé que c'était un homme, sûrement, qui avait maintenant le numéro de Camille. Elle rajoute que si John était encore là, elle sait qu'il approuverait. Et il serait même content de savoir que, sans être là encore, il y a quelque chose de lui qui peut la protéger. Elle dit tout de même qu'elle passera sûrement sa vie à regarder par-dessus son épaule. Chaque fois que quelqu'un fait tomber des poubelles dans sa rue, chaque fois qu'une voiture la dépasse et ralentit à son niveau, elle a l'impression que c'est Joe. En plus, des amis à elle lui ont dit que Joe avait dit des choses horribles sur elle. Il a dit à certaines personnes qu'il avait couché avec Camille, ce qui n'est pas vrai évidemment. Et pire que ça, l'ami commun de Marie et de Joe a dit à Marie que Joe avait dit qu'il voulait tuer Camille. Marie et Camille ont été horrifiés évidemment en entendant ça. Cet ami en commun a rajouté que comme Camille a déménagé entre temps, il pense que ça suffira à éloigner Joe. Mais Marie est toujours très inquiète, vu qu'elle est très proche de cet ami en commun et qu'elle croit à tout ce qu'il lui dit. Elle est persuadée que Joe veut vraiment tuer Camille. Et forcément, elle le transmet à Camille, qui fait totalement flipper Camille. Donc cette histoire, qui partait d'une très bonne intention, est devenue une angoisse permanente, tous les jours, de se faire retrouver par un homme dont on ne sait pas de quoi il est capable. Camille, elle dit que lorsqu'elle aura fini ses études, elle partira vivre à l'autre bout du pays. Et pour l'instant, son université est à seulement 30 minutes de train de l'université de Joe, ce qui n'est clairement pas assez loin pour elle. Et en effet, c'est pas assez loin. C'est dit, il faut partir. Enfin, il faut partir. C'est un peu chiant de dire ça, parce que du coup, c'est à toi de partir alors que c'est lui qui est chelou. Mais parfois, il y a peut-être des endroits sympas de l'autre bout du pays où t'habites, hein. Donc, faut peut-être aller voir les endroits sympas là-bas pour être tranquille. Et je te souhaite de ne jamais tomber sur Joe, d'accord? Ou en tout cas, si tu tombes sur Joe, t'es bien entouré. Bref, Camille finit cette histoire en disant qu'il y a quand même quelque chose de positif là-dessus, c'est que Marie maintenant elle est vaccinée, hein. Elle essaie plus de caser ses potes, tout ça. Elle a laissé tomber. Et tant mieux. Je suis désolé, hein, je disrespecte un peu ta pote Marie, mais il faut qu'elle arrête, d'accord? Déjà, ce genre de choses, c'est chiant. Pour ceux qui m'écoutent, on n'a pas envie. Je le dis. Je suis désolé s'il y en a qui jouent les entremetteurs là pour mettre leurs potes en couple ou quoi. On n'a pas envie. Voilà. Donc arrêtez de nous casser les couilles. Simplement. Voilà. En plus, vous vous mettez dans la sauce des gens. Bref, Camille, prends soin de toi. Marie, je rigole si tu passes par là. Voilà, ne le prends pas mal. Mais arrêtez de nous casser les couilles. Non, sérieux, en vrai, on n'a pas envie. Genre, arrêtez de vous prendre pour Mythique, Tinder, je sais pas. On n'a pas besoin de ça. On se débrouillera très bien tout seul. Et si tu veux voir plus de vidéos horreur terrifiantes, clique ici. Et si tu veux voir plus de contenu, suis-moi sur les réseaux et abonne-toi.